Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la Time Info Africa. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Après 2 ans de pandémie de coronavirus, beaucoup de Sénégalais ont du mal à retrouver leur vie avant à cause des impacts économiques et financiers. Reportage dans ce journal. La lutte contre l'homosexualité au Sénégal se poursuit hier à la place de la Nation. Le mouvement And Sam Dikoyi, fondé par l'ONG Jamra, a encore manifesté. Le mouvement dit de ne jamais baisser les bras vu qu'il y a une forte main des organismes internationaux. Dans cette affaire violence faite aux femmes et aux enfants, le comité de lutte était en assemblée générale ce week-end à Dakar. L'objectif était de renforcer le comité au plan institutionnel, mais aussi d'identifier les nouvelles problématiques de lutte. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. À Kayar, 6 pêcheurs sont portés disparus. Ils avaient été embarqués dans une pirogue qui avait à son bord une trentaine de personnes. Selon l'information reçue, c'est en rentrant que la pirogue a chaviré. Certains des rescapés avancent même que leurs collègues ont perdu la vie. Et puis le mouvement And Sam Dikoyi, fondé par l'ONG Jamra, a organisé hier un grand rassemblement à la place de la Nation pour dire non à l'homosexualité au Sénégal. Mamatar Gueye, le président de l'ONG Jamra, était au rendez-vous. Dès sa prise de parole, il est revenu directement sur la question. Je vous propose de l'écouter. Moi, je veux que tout le monde sache que dans cette affaire, il y a des lobbies derrière. Et je me demande pourquoi le président de la République, Macky Sall, n'a pas répondu jusqu'à présent. Quand il s'agit de légaliser beaucoup de projets, il n'y a pas eu écho. Mais lorsqu'on a déposé cette loi sur la table de l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup d'écho. Et cela tend à dire que vraiment l'État ne veut pas voter cette loi. Et il faut dire qu'il y a quelque chose qui cloche derrière. Et nous ne comptons pas laisser la guerre tant que ces personnes qui sont derrière cette affaire ne soient pas dévoilées. Voilà, c'était les propos de Mamatar Gueye. Ils sont prêts à tout faire pour lutter contre l'homosexualité au Sénégal. Après 2 ans de Covid-19 au Sénégal, qu'en est-il la vie des Sénégalais? Si certaines se trouvent dans la bonne situation, d'autres souffrent jusqu'à présent les impacts de coronavirus. Reportage Elisabethine. Durant 2 ans de la situation de la pandémie Covid-19, certaines personnes ont vécu cette situation économique et sociale très compliquée. Mais aujourd'hui, il y a eu un changement. C'est la vie de certains Sénégalais. La Covid est toujours là. Bon, après 2 ans, ça a été très dur pendant surtout la première année. Ça se sentait partout au Sénégal. On a vu des gens qui ont perdu leur boulot. On a vu des gens qui sont allés en chômage technique. Bon, surtout la première année 2020, la première moitié de l'année 2021 aussi. Mais depuis 2021 aussi, les choses commencent à bouger. Maintenant, ça va. Ça a été très dur, mais pour le moment, bon, ça va. Le fonctionnement de certaines entreprises sénégalaises a été au ralenti depuis l'arrivée de la Covid-19, causant même la réduction de salaire de certains employés. S'il n'y avait pas le Covid, mais les gens allaient être, normalement. Mais ça, c'est gênant ça. On dirait qu'on nous a mis les trucs de cheval là. Hein? Oui. Okay. Oui, parce que ça ne fonctionne plus normalement. Okay. Oui. Là où vous devez... le fonctionnement des entreprises, c'est ça. Tout est au ralenti, quoi. C'est ça. Bon nombre de personnes ont souffert durant la période de la situation sanitaire Covid-19 et jusqu'à présent, ils ont du mal à retrouver leur vie d'avant. Durant tout ce temps de la Covid, nous les Sénégalais, on souffre. On souffre mentalement, on souffre financièrement, on souffre même partout. Donc vous voyez, la Covid a eu un impact vraiment qui gère maintenant le problème des Sénégalais. Et comment on va s'en sortir, on se pose la question jusqu'à présent.
La Covid-19 a malgré tout engendré beaucoup d'impact dans le secteur économique et social. 2 ans après, les Sénégalais se sont adaptés à vivre avec la maladie. Merci Elisabeth pour ce reportage. Les violences faites aux femmes et aux enfants. Le comité de lutte était en assemblée générale ce week-end à Dakar. L'objectif était de renforcer le comité aux plans institutionnels, mais aussi identifier les nouvelles problématiques de lutte, selon la présidente de la radio Sénégal, Ndeye Fatou Oussar, que je vous propose d'écouter. De l'organisation, c'est de renouveler aujourd'hui, pour tenir notre assemblée générale statutaire et renouveler les instances du comité de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous comptons travailler avec nos partenaires pour refaire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire les campagnes de proximité auprès des populations, en passant maintenant par la formation des acteurs, parce que quand il faut sensibiliser les gens, il faut les informer, il faut les sensibiliser, il faut les former pour qu'ils sachent au moins, pour qu'ils servent de relais auprès de leurs pairs. On compte également travailler avec le ministère de l'Éducation à travers les IA et les gouvernements scolaires pour mieux renforcer les capacités des enseignants à travers les élèves qui utilisent aujourd'hui beaucoup, par exemple, Internet. Et puis, parlons de la crise que traverse l'école sénégalaise. À ce moment, les élèves et les parents d'élèves devront prendre leur mal en patience. Après la rencontre échec entre le gouvernement et les syndicats, les deux parties se sont donné rendez-vous le jeudi prochain. Quant à l'avenir des élèves, le secrétaire général du QCEMS, Abdoulaye Ndo, dit être conscient. Je vous propose d'écouter au téléphone de Barthélémy Colly. C'est parce que nous pensons à l'avenir des enfants que nous nous battons pour une école de qualité. Parce que l'enseignant est le premier instant qu'il faut former et motiver. De la qualité de l'enseignement dépend de la qualité des personnels enseignants. Les enseignants travaillent dans des conditions difficiles, dans des abris provisoires, des classes pléthoriques, dans des écoles sans sécurité, sans eau, sans bloc sanitaire, des écoles qui sont aujourd'hui agressées avec la cantinisation et les nuisances sonores. Alors donc, aujourd'hui, ce que demandent les enseignants, ça doit être clair, net et précis. Les enseignants veulent le respect des accords et la correction des inéquités. Que l'étude qui a été faite par le cabinet MGP Afrique, l'étude a révélé qu'il y a des inéquités et des injustices dans le traitement salarial des agents de l'État, ça c'est clair. Et au même moment où on demande aux enseignants d'attendre, l'État est en train de corriger ces inéquités dans d'autres secteurs concernant d'autres agents de la fonction publique. Et c'est pourquoi aujourd'hui les enseignants sont en colère. Et cette colère se justifie, prend source, n'est-ce pas, c'est pas un épiphénomène conjoncturel, mais prend source dans l'injustice, les inéquités et les traitements différenciés des agents de l'État. Nous avons soumis ces propositions à l'appréciation de la base, nous avons pris acte et nous avons soumis ces propositions et nous avons fait également des remarques sur certains points, notamment l'indemnité de logement, l'indemnité d'enseignement et le point industriel. Toujours avec l'éducation, les enseignants maintiennent toujours la pression pour satisfaire leurs revendications. Le groupe des 5 syndicats les plus représentatifs de l'éducation, à l'exception du QCEMS et du SAEMS, annonce un nouveau plan d'action suite à un échec lors de la rencontre avec le gouvernement. Le syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale, le Sciences Union démocratique des enseignants et enseignantes IDEN et le syndicat des enseignants libres du Sénégal, le CELS, décrète un débrayage le mardi 22 et mercredi 23 février. Ces débrayages sont suivis d'assemblées générales dans plusieurs villes du Sénégal. L'association des habitants de Escape Urbam ont organisé hier la finale du tournoi de football en mémoire des disparus, une cérémonie où les organisateurs ont saisi pour dévoiler tous les problèmes de la commune et de montrer toutes les préoccupations pour la population dans cette localité. Le compte rendu est la Diouf. L'Association nationale des habitants de Scat Urbam a tenu hier la finale du tournoi de football en mémoire des disparus au terrain Katan de Grand Yoff. Une occasion saisie par les organisateurs de dévoiler tous les maux de la commune. Nous avons aussi voulu indiquer toutes les problématiques que nous rencontrons au niveau de la Scat Urbam. Que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la formation de nos jeunes, donc la formation professionnelle, donc au niveau également du cadre de vie, donc qui est
très agressé. Et d'ailleurs, on va faire un tour avec M. le maire pour qu'il voit un peu le problème d'assainissement que nous avons dans cette cité-là. Cette journée consistait à redynamiser l'association dans sa juste valeur et Idrissa Maré et ses amis fixent entre autres les préoccupations pour la commune. Fait que nous nous sommes dit qu'il est temps que nous, en tant qu'habitants, que nous prenions en charge nous-mêmes les préoccupations essentielles. Et nous allons évidemment travailler avec la mairie, en collaboration avec d'autres institutions, pour que vraiment le cadre de vie de la SCAT Urbam soit bien amélioré. Le diabète et les malaises sont des maladies endémiques dans la localité. Pour les éradiquer, cela nécessite une organisation et beaucoup d'ambition, selon Dr Valérie Ndiaye, présidente de la commission santé de la dite association. C'était surtout pour nous un prétexte pour amener les jeunes à adhérer à l'association des habitants. Parce qu'on a remarqué que c'est surtout des personnes âgées, des personnes de 3e âge qui sont membres. Pour la santé, on va faire des journées de dépistage, toutes les maladies chroniques, mais aussi des dons de sang. Si on dit dons de sang, on a besoin des jeunes. Les personnes âgées toutes seules, la plupart même, elles ne sont plus aptes. Il y a beaucoup de prévention qu'on peut faire au niveau de la santé. Tous les malaises qu'on voit, même ici au niveau du terrain de foot, l'année dernière, on a eu un jeune qui est tombé, mort subite. Il y a beaucoup de malaise aussi dans les familles. Quelqu'un tombe, on dit malaise et il est décédé. Donc tout ça, on peut contribuer à prévenir toutes ces affections-là, le diabète, l'hypertension, les maladies rénales, etc. Pardon. On peut, par la sensibilisation, par des démonstrations, on peut aider aux gens comment prévenir ces maladies-là. Le premier adjoint au maire de Grand Yoff, Ousmane Gueye, qui a assisté au tournoi, confirme que la nouvelle équipe municipale qui vient d'être installée portera ce combat en bandoulière. Nous allons collaborer avec les services de l'État, à l'occurrence l'ONAS, pour essayer donc d'apporter des solutions aux populations. Et je pense que c'est très important. Il nous a aussi interpellés dans le cadre de la sécurité. Et je pense que aussi la sécurité, comme on dit, ce n'est pas une compétence transférée aux collectivités locales, mais néanmoins que aussi nous allons faire la même chose avec les services donc déconcentrés de l'État, en l'occurrence donc le commissaire de police et la gendarmerie donc de Foire. Nous allons aussi veiller. Nous savons que Grand Yoff aujourd'hui confronte avec d'énormes problèmes de sécurité. Ce n'est pas juste les nouvelles cités, mais le problème de sécurité à Grand Yoff, c'est tout l'étendue du territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'équipe municipale vient juste d'être installée et nous verrons aussi de faire en sorte que pour essayer donc d'éradiquer l'ensemble des problèmes qui sévit au niveau de la commune de Grand Yoff sur le plan de la sécurité. Une journée de secourisme est prévue samedi prochain dans la même localité. La cérémonie s'est clôturée par la victoire de l'AS Katan. Merci Ella Diouf. Parlons actualité internationale dans ce journal. L'Éthiopie lance la production d'électricité du grand barrage dans la Renaissance sur le Nil. En Géorgie, l'ancien président annonce une nouvelle grève de la faim en prison. Et puis en France, le président français Emmanuel Macron est dans le doute pour annoncer sa candidature aux élections présidentielles. Les détails avec Alatiam. Actualité internationale, Éthiopie lance la production d'électricité du grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu. Une première turbine sur les 13 de l'édifice a été mise en route avec un objectif final de production de 5000 MW. Après plus de 10 ans de travaux et de controverses avec l'Égypte et le Soudan, l'Éthiopie a finalement lancé dimanche 20 février la production d'électricité de son grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu. C'est la naissance d'une nouvelle ère, a lancé le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed en président dimanche le lancement de la production du GER Grand Ethiopian Renaissance Dam. Le procès a controversé de plusieurs milliards de dollars, a constaté un correspondant de AFP. C'est une bonne nouvelle pour notre continent et pour les pays avec lesquels nous aspirons à travailler ensemble, a ajouté sur Twitter. Accompagné de nombreux hauts responsables du pays, Abiy Ahmed a effectué une tournée dans le centre électrique et a cliqué une série d'interrupteurs sur écran électronique pour déclencher la production du barrage. Ce grand barrage a été construit par les Éthiopiens, mais au bénéfice de tous les Africains pour que tous nos frères et sœurs africains en profitent, a affirmé un haut responsable participant à l'inauguration de cette journée pour laquelle les Éthiopiens ont tant sacrifié, que les Éthiopiens ont tant espéré
espérée pour laquelle ils ont tant prié cette journée. Et enfin, a-t-il ajouté, président de la courte cérémonie de lancement, un coût estimé à 3,7 milliards d'euros. Michael Saakashvili, ancien président géorgien, annonce une nouvelle grève de la faim en prison. L'ex-dirigeant avait mené une première grève de la faim à l'autonome pour dénoncer ses conditions d'incarcération. Il avait mis fin 50 jours plus tard, le 20 novembre, après avoir été transféré dans un hôpital militaire pour recevoir des soins. Michael Saakashvili demande de recevoir des soins médicaux adéquats en prison. L'ex-président de la Géorgie, désormais chef de file de l'opposition, a annoncé lundi 21 février devant le tribunal de Tbilissi qu'il entamait une nouvelle grève de la faim pour protester contre ses conditions d'incarcération. Michael Vili, qui a dirigé ce pays du Caucase de 2004 à 2013, a été arrêté puis emprisonné en octobre pour purger une condamnation pour abus de pouvoir qu'il qualifie de politique. Présidentielle 2022, l'annonce de la candidature de Macron perturbée par la crise ukrainienne. À l'initiative de Macron, qui a passé son dimanche au téléphone, une rencontre aura bien lieu entre Poutine et Biden pour tenter d'éviter l'escalade en Ukraine. Une rencontre qui, en France, pourrait venir perturber les plans de l'Élysée sur l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron. Toutes les planètes semblaient alignées en ce débat de semaine pour qu'Emmanuel Macron change de casquette en passant de celle de président à celle de candidat. Le retrait des troupes du Mali annonçait l'épidémie de la COVID-19 sous le contrôle et les restrictions entraînent d'être levées, la date de la candidature approchant, mais c'était sans compter sur la crise diplomatique autour de l'Ukraine oblige le président à garder encore un peu un contrôle de chef d'État. Cette annonce d'un sommet contre la Russie et les États-Unis pourrait avoir un double impact sur la campagne à venir d'Emmanuel Macron. Merci à la Cham Sport. À présent dans ce journal, le stade du Sénégal qui sera inauguré demain mardi porte là le nom de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, une annonce qui a été faite par le président de la République, Macky Sall, informé dans un communiqué du Parti démocratique sénégalais. Le pape dit Sopi sont la même source à magnifier et féliciter le chef de l'État. À plus de détails avec Ousmane Nia. Maintenant, c'est officiel, le stade de renommée internationale portera le nom de l'ancien président Maître Abdoulaye Wade. À la suite de la lettre adressée la semaine dernière par le président de la République Macky Sall au président Abdoulaye Wade, l'informant de sa décision de donner son nom au nouveau grand stade national construit à Diamniadio, ce dernier tient tout d'abord à féliciter le président Macky Sall pour cette réalisation et à dire combien il est honoré par ce geste et cette marque de reconnaissance qu'il accepte. À cette occasion, Maître Abdoulaye Wade, au-delà de sa personne, dédie cette haute marque d'estime à tous ses anciens collaborateurs, civils et militaires, aux militants, admirateurs, sympathisants, fonctionnaires et civils, et particulièrement à la jeunesse sénégalaise, aux maires du Sénégal, ainsi que toute l'Afrique, dont nos résultats actuels ne sont que le produit de leur permanent labeur et infini courage. Le président Abdoulaye Wade les appelle tous à unir leurs forces pour la réalisation d'autres rêves encore plus grands au profit exclusif du Sénégal et de l'Afrique. Puisse cette merveilleuse réalisation être le témoin de nombreuses nouvelles victoires africaines à l'image des valeureux sportifs sénégalais qui viennent de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Une lettre publiée par le président Abdoulaye Wade depuis hier. Restons toujours dans le cadre de l'Estade du Sénégal. Ce nom donné à l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, est un acte très fort républicain et qui va dans le sens de réunir la famille libérale, notamment un rapprochement entre les deux hommes. Après quelques années de rupture, c'est l'avis de Youssouf Nyon, analyste politique, que je vous propose d'écouter au téléphone avec Ousmane Nia.
C'est un acte très fort venant du président Macky Sall qu'il faut saluer. Aussi, le président de la République, il l'a fait en tant que président, mais en tant que président de l'Union africaine. Ainsi, c'est pour montrer aux autres présidents que nous devons avoir des querelles, nous pouvons avoir des différends politiques, mais également ça doit rester dans le champ purement politique. Ça ne doit pas aller jusqu'à l'installation des animosités entre les hommes politiques. Je pense que dans ce sens, c'est un acte à saluer. Mais aussi, une autre lecture, c'est que c'est un acte qui vient d'un homme politique. Et les hommes politiques, souvent, ils posent rarement des actes graves. Donc, il y aura forcément des retombées politiques. Comme le rapprochement de sa coalition, de son parti, qui est d'obédience libérale, au Parti démocratique sénégalais, qui est un grand parti et qui a des bases, qui a des militants partout à travers le Sénégal. On peut également espérer ou soupçonner à travers cet acte une volonté de rapprochement de ces deux leaders. Donc, je pense que, pour en résumer, c'est un acte républicain très fort, qui est très très normal, mais également il faudrait s'attendre à ce que le Parti démocratique sénégalais vienne soutenir ou être à côté du président Macky Sall via cet acte ou via d'autres actes. Nous terminons le sport avec le résumé de la 10e journée de la Ligue 1 et de la Ligue 2, mais aussi la victoire de Reug Reug sur Guigui et les réactions suivant les détails avec Momad Seck. La Ligue 1 sénégalaise a joué sa 10e journée. Génération Foot, vainqueur du derby rufisquois devant Teungueth FC, devient leader de la Ligue 1 à l'issue de la 10e journée, bien sûr. Le fauteuil du leader était occupé par Casa Sport, deuxième actuellement avec 18 points, tenu en échec à domicile par l'US Gorée 0 but partout. Également, Guédiawaye FC chute à la 3e place après avoir ramené le point du nul devant le Jaraaf 3 buts partout. Au résultat donc, Jaraaf Guédiawaye 3 buts partout. Mour Petite Côte, Dakar Sacré-Cœur 1-0, AS Douane Seneps 0-0, Casa Sport US Gorée 0-0. Et pour le dimanche, Génération Foot a battu Teungueth FC 1-0, Linguère tenu en échec à domicile par Ndiambour de Louga 0 but partout. AS Pikine Diambar, c'est le même score. Au classement, Génération Foot est premier, deuxième Casa Sport, Guédiawaye occupe la 3e place et au bas du tableau, AS Douane occupe la 13e place et Ndiambour occupe la lanterne rouge. Pour la Ligue 2, la 10e journée s'est clôturée également. Walidane détrône Stade de Mbour grâce à son succès contre le Duc dimanche. Les Thiessois deviennent leaders de la Ligue 2 à égalité de points avec le Stade de Mbour qui a été neutralisé par la Renaissance. Au résultat, Oslo s'est noué avec la victoire 2-0 devant Niary Tally. Diamono Fatick US Wakam 2-0. Keur Madior Demba FC 0-3. Renaissance Stade de Mbour 0-0. Et pour le dimanche, Walidane a battu Duc 1-0. Amitié FC Thiès FC 1-0. Port a battu Sonacos 1-0. Au classement, Walidane est premier actuellement avec Stade de Mbour. Chacun compte 22 points. Diamono Fatick occupe la 3e place. Et au bas du tableau, on reçoit Amitié FC et Thiès FC. Guigui bal na ko téye na ko Reug Reug am na ngeen suuf bopp bi bopp baa ngay dugg suuf Guigui moytul mu jël bopp bi caxabal oh daan na ko non du si mystique du si doole sax. Contre Guigui, ce n'est pas le mystique. Moi, je suis plus fort que lui. En tout cas, c'était un combat. Alors, Dieu nous a donné la victoire. Je remercie Dieu et je remercie tout le monde. Et je lui remercie également. Il nous a donné notre chance. Donc, je lui souhaite, je lui souhaite bonne chance. Merci, Momad Seck. Voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa. Yeah.